Aujourd'hui, 1er avril 1910, le National et plusieurs joueurs du Canadien gagnent le championnat de la crosse, un nouveau propriétaire chez le Canadien, et on passe à travers les revues de presse de l'été et automne 1910. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'entre-saison 1910 du Canadien de Montréal, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que suite à une chicane entre les divers clubs professionnels, deux différentes ligues professionnelles vont se former. Étant donné que le National, club de Canadiens français, s'était rangé du côté de la Canadian Hockey Association, la National Hockey Association va mandater Jack Laviolette de former un club de Canadiens français. C'était le 4 décembre 1909, mais on l'a appris dans les journaux du 6 décembre. C'est alors qu'on va s'engager dans une féroce compétition pour signer les joueurs canadiens français, dont quelques-uns vont même signer avec les deux clubs. On se souvient entre autres de l'affaire Pitt, qui a pris plusieurs mois à se conclure, donnant finalement raison à Pitre. Après un premier match se résultant par une victoire en prolongation contre le Cobalt, le match sera malheureusement annulé en raison de la fusion des deux ligues. En effet, au milieu janvier 1910, la Canadian Hockey Association et la National Hockey Association vont finalement se réunir. Les Québec, les All-Montreal et le National s'étant débandés pour diverses raisons, la nouvelle ligue sera composée de 7 équipes. Ce sera une première saison de misère pour le Canadien. Démontrant de belles qualités individuelles, les joueurs du Canadien vont justement abuser trop souvent de l'individualité. Cette tactique utilisée au détriment de la combine faisait en sorte que le Canadien donnait souvent une bonne opposition en première demi, mais la fatigue les rattrapait et c'est souvent en deuxième demi que le Canadien flanchait. Résultant d'une saison de 2 victoires et 10 défaites, le Canadien ne pourra que faire mieux dans leur deuxième saison. Mais pour ça, ils vont devoir s'améliorer. Et pour savoir ça, eh bien, on va passer à travers les journaux de mars à novembre, ce qui représentait alors l'entre-saison. Le devoir du 31 mars nous fait part des élections au sein du club athlétique des Shamrocks. On se souvient que la notion de club à l'époque était une organisation qui s'occupait de plusieurs sports. Alors le club des Shamrocks a épongé un déficit de 3 200 $, dont 3 063 attribuables à l'équipe de hockey professionnelle. Face à ces constats, les chances sont bonnes que les Shamrocks retournent à l'amateurisme cette saison. Il y a aussi Lalonde qui va signer avec l'équipe de la crosse du National et sera capitaine de la formation. Rappelez-vous qu'à l'époque, la crosse était un sport beaucoup plus populaire que le hockey chez les Canadiens français. Et non seulement ça, mais à peu près tous les joueurs de hockey professionnels étaient des joueurs de crosse l'été. D'ailleurs, regardez dans la presse du 6 avril, un amateur propose ses joueurs pour faire partie de l'équipe du National. Catarinich, Descaries, Gauthier, Pitt, Lalonde, Teddy Grou. Pas mal des noms qu'on a vus dans l'entourage du Canadien. Et question de démontrer l'importance encore une fois du sport, eh bien la presse va confirmer la signature de Lalonde et on va même voir une photo de la signature dans les bureaux de la presse. On y voit Lalonde avec M. Adolphe Lecourt, gérant de l'équipe du National. Toujours en avril, une lettre intéressante d'un médecin dans la presse qui explique en 1910 que si les Canadiens français performaient moins bien dans les sports professionnels, c'est principalement dû à la trop grande consommation d'alcool. En mai, il serait de rumeur que le Renfrew sortirait de la nationale. En particulier parce que M. O'Brien, ça y tente moins de s'occuper de hockey. Bon, on se souvient que les villes comme Cobalt, Renfrew et Haileybury causaient beaucoup de dépenses et de déplacements aux clubs de Montréal et Ottawa. Ça ne serait pas étonnant que la Ligue les laisse partir. Ce qui est cependant inquiétant, c'est qu'il ne faut pas oublier que M. O'Brien est aussi propriétaire du Canadien. S'il ne veut plus s'occuper de sport, qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien?
Juin-juillet, on parle zéro de hockey. Contrairement à aujourd'hui où le hockey, c'est 12 mois par année. Une fois que la Coupe Stanley est gagnée, c'est le repêchage, puis après ça, les signatures d'agents libres, le tournoi de golf, le camp des recrues, le camp, puis on repart pour une autre saison. En 1910, durant l'été, c'est principalement la crosse qui va attirer l'attention du public. Et sachez que le National va offrir une performance exceptionnelle. En fait, ils vont même gagner le championnat de la Ligue vers la fin du mois d'août. Suite à ces succès, il serait de rumeur que le National pourrait s'essayer comme club de hockey professionnel représentant les Canadiens français. Et ça recommence. Pour ceux qui se souviennent du début de la saison 1, je pense qu'on commence à être en terrain connu. Dans la patrie du 1er septembre 1910, conséquemment à la proposition d'admettre le National dans la Ligue, on nous propose une liste de 15 gars à la poigne dure, au jarret solide et à l'œil vif. Voici la liste des noms, il y en a plusieurs là-dedans qu'on connaît déjà. Lalonde, Boudreau, Pitre, Corbeau, Laviolette, Laflamme, Poulain, Dubo, Ouellette, Payan, Leduc, Gauthier, Bernier et Vézina. Le 9 septembre, dans le Soleil, on parle de la formation des ligues. On aimerait bien une ligue avec les Ottawa, le National, les Shamrock et Wanderers de Montréal, les Toronto et les Québec, mettant de côté Cobalt, Renfrew et Ellsbury. De toute façon, M. O'Brien a souligné le fait qu'il n'était pas certain de vouloir dépenser un autre 15 000 $ dans l'aventure. Le 28 septembre se tenait une assemblée du Club athlétique canadien de M. George Kennedy. Dans la liste des directeurs, on peut remarquer un Joseph Katariniche. Le 5 octobre, dans le Soleil, on nous officialise le retrait de Cobalt et Ellsbury. Il est question d'une équipe canadienne-française, mais on cherche un financier puisque M. O'Brien est de moins en moins intéressé. Le 10 octobre, dans The Quebec Chronicle, il serait question qu'une ligue de hockey américaine voudrait se joindre à la National Hockey Association. Ces équipes américaines auraient maintenant la chance de compétitionner pour la Coupe Stanley. On nous rapporte aussi un article du Montreal Herald dans une entrevue que George Kennedy a accordée au journaliste Frank Calder. Monsieur Kennedy du Club athlétique canadien dit qu'il est intéressé à monter un club de hockey de Canadiens français. Mais par contre, il va falloir négocier les droits de ce club avec M. O'Brien, entre autres pour les droits de Newsy Lalonde. George Kendall est né en 1881. Sa mère était irlandaise, son père un Québécois d'origine écossaise. Son père était un homme d'affaires accompli dans le domaine manufacturier. George va commencer sa carrière de lutteur vers l'âge de 20 ans. Il va utiliser le nom de George Kennedy. En 1905, en compagnie de son ami J.P. Gadbois, il va fonder le Club athlétique canadien qui va avoir pour objectif de développer des lutteurs amateurs et ensuite ils vont développer aussi des boxeurs puis faire la promotion d'événements. En 1908, ils vont tenter d'acheter les Wanderers, mais sans succès. C'est donc en octobre 1910, par la plume de Frank Calder, qu'on apprend l'intérêt de George Kennedy pour le Canadien de Montréal. Le 21 octobre, dans la presse, on apprend que M. Lecourt, gérant du club de lacrosse du National, vient de démissionner. Le 28 octobre, toujours dans The Quebec Chronicle, la valse des signatures est commencée. Il y a Fred Cyclone Taylor qui, on pensait qu'il était lié pour 3 ans avec le Renfrew. Eh bien non, il nous semblerait qu'il est libre comme l'air. Et a eu peu de communication avec la direction du Renfrew. Pour ce qui est des frères Patrick, ils ont passé l'été dans l'Ouest et sont pas certains de revenir dans l'Est pour jouer au hockey. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur père, qui avait fait fortune dans l'industrie forestière, est bien rendu dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. Si le fait que les frères Patrick vont jouer dans l'Ouest cet hiver peut vous sembler anodin, sachez que c'est un élément déclencheur dans l'histoire du hockey. J'espère qu'on va se rendre jusque-là, mais l'importance des frères Patrick dans le développement du hockey est d'une importance capitale. Le 7 novembre, dans l'Action sociale, on apprend que Joe Power, propriétaire des Québec, a fait une demande d'admission pour son club dans la nationale et qu'il aurait l'appui des Ottawa et de Renfrew. Dans le Canada du 11 novembre, à la veille d'une rencontre des dirigeants de la nationale, Kennedy accorde une entrevue aux journalistes.
Le club canadien sera-t-il ennemi dans la nationale? Certainement, car j'en ai reçu la promesse de tous les magnats et je les crois incapables de me tromper. Vous assisterez sans doute à l'Assemblée de samedi prochain. Oui, assurément, car je n'ai guère l'intention de rentrer d'un club dans une ligue sans prendre toutes les précautions nécessaires. Quelle sorte d'équipe mettrez-vous en ligne contre les autres clubs de l'association? Dites au public que j'ai pris toutes mes précautions pour leur donner du hockey de première classe. Les Magnats m'ont accordé la première option sur tous les joueurs canadiens-français, de sorte que je pourrai les trier à mon aise. Le 14 novembre, c'est officiel, le Club athlétique canadien et le Québec sont admis dans la Ligue. Monsieur Kennedy, présent à la réunion, avait demandé à Monsieur Adolphe Lecourt, ancien DG du Club national de la crosse, de l'accompagner pour représenter les intérêts du Canadien. On va apporter quelques changements de règlement. C'est donc en 1910 qu'on va imposer un premier plafond salarial fixé à 5 000 $ par club. Afin de permettre aux joueurs de se reposer plus souvent, on va changer la structure des périodes. On va maintenant jouer 3 périodes de 20 minutes, avec une pause de 10 minutes entre chaque période. Ça va aussi avoir l'avantage de pouvoir faire des changements de joueurs entre les périodes. On va aussi demander un dépôt de 500 $ par club pour payer les frais d'arbitre et le président de la Ligue. Il est aussi question que jamais la Ligue n'aura plus de 7 clubs. Autrement, on a élu un nouveau comité. C'est M. Emmett Quinn, ancien secrétaire de la Ligue, qui sera élu comme président ainsi que secrétaire. Les autres délégués ont été M. McCaffrey du Wanderers, M. O'Brien du Renfrew, M. Murphy des Shamrocks. Parlant des Shamrocks, il va y avoir une équipe, mais elle ne sera pas affiliée au club Shamrock. Il y avait aussi M. Joe Power des Québec et M. Kennedy et Lecourt pour représenter le Canadien. Le lendemain 15 novembre, on apprend que M. Lecourt ne sera pas gérant. Il représentait M. Kennedy, mais il n'est pas question d'être DG, et que si on veut en savoir plus, qu'on le demande à M. Kennedy. C'est quand même drôle de constater qu'en 1910, les journaux s'intéressaient à savoir qui était pour être le DG du Canadien. Le 18 novembre, dans le Devoir, où ira la Lalonde? Bon, ça recommence. Parce que oui, le Canadien est dans la Ligue avec les droits sur les joueurs canadiens-français, mais dans le cas de la Lalonde, c'est autre chose. On se souvient que M. O'Brien avait acquis les droits sur la Lalonde en fin de saison, et c'est pas chose faite qu'il va le laisser aller sans condition. Mais le 30 novembre, dans le Soleil, on apprend que la Lalonde est à Montréal. Mais il persiste à dire que les Renfrew ne veulent pas laisser les droits sur lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Newsy? Qui sera le DG du Canadien? Quelle en sera la composition? Toutes des réponses qu'on va savoir dans une prochaine vidéo où on passe en revue de presse l'avant-saison 1910-1911 du Canadien de Montréal.